Otama, jeune fille à l'esprit si chevaleresque et combattant depuis la rencontre d'Ace et Luffy. Depuis que Luffy lui donna à son tour une pomme, elle prit la décision qu'elle ne voulait plus jamais avoir faim, et ce, pour le reste de ses jours. C'est alors qu'elle décida d'embarquer sur un navire ennemi vers Onigashima pour participer à cette guerre, elle qui dit n'avoir jamais connu son pays libre. Avec les soldats de Kaido qu'elle a convertis en ses propres soldats, soit Speed, Gazelman ainsi que Daifugo, elle établit une stratégie fort intéressante dont il s'agit de distribuer des Kibidango au plus d'ennemis possible pour les convertir en alliés. Otama produit une grande quantité de Kibidango que ses 3 sbires distribueront. Ce plan est impeccable. En plus, ils font croire à tous que c'est un antidote pour le virus que Queen propage partout. Donc, sans hésiter, les ennemis mangent les uns après les autres les Kibidango, ce qui renversera l'avance des pions noirs sur le jeu de Go. L'importance et l'influence d'Otama sur Wano feront le sujet de ma prochaine vidéo. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer l'impact qu'Otama aura sur le futur de Wano Kuni. L'affrontement Sasaki contre Franky vient juste de débuter. Combat robuste de 2 colosses, la férocité du dinosaure antique contre la puissance et la versatilité de la technologie. Sasaki charge Franky, mais celui-ci le retient par sa corne avant de l'envoyer valser. Ensuite, l'armée des cuirassés immobilise le shogun Franky afin que Sasaki relance sa charge. Mais au même instant, interruption de Nami, Usopp et d'Otama qui, eux, sont suivis par 2 Tobiropo, Ulti et Page One. Usopp utilise Kibidango Boshi pour convertir l'armée des cuirassés en alliés. Sasaki ne comprend pas du tout pourquoi ses alliés ont tourné leur veste. Alors, Ulti le lui explique avant de prendre une décharge électrique de Nami, qui mentionne que ces décharges ne seront pas suffisantes pour la vaincre. Petit clin d'œil d'Oda ici, je crois, pour nous dire qu'elle récupère Razers. Le combat de l'amiral Franky et Sasaki continue de plus belle. Franky sort son épée de lumière, un peu comme Kizaru, pour porter l'énorme coup à Sasaki. Plus l'affrontement avancera, je suis convaincu que les 2 adversaires se rapprocheront, comme il l'avait si bien fait avec Sonor Pink sur Dressrosa. C'est alors que Sasaki dévoilera enfin à Franky qu'il est le fils de Kokoro, et qu'en réalité, ils sont indirectement reliés. Kokoro est en quelque sorte la mère adoptive de Franky. J'attends cette scène avec impatience. Sanji a buté tous les hommes de l'équipe de Black Maria, mais pas les femmes. Sa vie est donc en grave danger. Black Maria lui offre de ramener Nico Robin en échange qu'elle le libère. Il demande ce qu'ils veulent à sa précieuse Robin d'amour et elle répond directement: la capturer, l'estropier, l'utiliser jusqu'à ce qu'on en finisse pour faire tout ce qu'on a à faire avec elle. Faisant référence directe, bien sûr, à la lecture des poneglyphes. Au même moment que Black Maria mentionne cela, sur la case du chapitre se trouve un personnage féminin voilé qui ressemble fortement à Nico Robin. Sur la case suivante, Sanji la regarde et les deux s'envoient des signaux en se regardant. Les bulles de ces cases le confirment. Et sur les suivantes, enfoiré, ne sous-estime pas Nico Robin. Elle sauvera donc Sanji de cette situation périleuse. Boa Wang déniche les fourreaux rouges et dévoile leur position à King, qui lui est occupé pour le moment, probablement contre Marco. Black Maria se propose alors pour aller en finir avec le clan Kozuki. Boa Wang l'avertit cependant qu'il y a une 10e personne dans la salle qui semble aider les fourreaux rouges. Mais qui est-ce? Il fait trop noir pour qu'elle voie la personne, bien sûr. Cela semble être Iori ou encore Toki qui vient aider son clan. Peut-être les guérir, peut-être juste s'occuper d'eux car c'est tout ce qu'elle est en mesure de faire. Peut-être vient-elle terminer ses jours avec ceux qu'Oden a élevés et avec qui il avait foi en eux. Ce serait tellement incroyable sur le schéma scénaristique, tellement émouvant. Cependant, une autre idée me frappe à l'esprit, et si Oda arrive à bien présenter les raisons de l'apparition de ce personnage, ce serait tout simplement dingue. Je vous explique à qui je pense et pourquoi. Bien sûr, Iner. Regardez le physique de la silhouette,
C'est le même nez et les mêmes longues oreilles que lui. Oda précise en plus 7 silhouettes, avec une marque de suspense, ce qui implicitement nous dit qu'on connaît la silhouette et que nous avions tous très hâte de la revoir. Vous me diriez, ouais, mais Norlando, t'es dingue ou quoi? T'as encore bu trop de saké de North Blue que Trifouille t'a emmené? C'est ça? Mais pourquoi Ener viendrait-il aider les fous rouges, hein? Il en a rien à foutre, lui. Et c'est là que vous faites erreur, mes très chers Nakama. Le symbole du clan Kozuki est une lune. Je suis convaincu que le clan Kozuki ainsi que le clan de la lune soient étroitement reliés. Je me demande même si le clan Kozuki n'a pas déjà vécu sur la lune. Bref, la dernière fois que nous avons vu Ener était justement lorsqu'il se dirigeait sur la lune. Je suis convaincu qu'il a appris des informations primordiales sur ses ancêtres, ainsi que sur la vie de la mer bleue, et peut-être même qu'il connaît les enjeux du clan Kozuki. Mine de rien, il y a 2 personnages qui sont probablement reliés au clan céleste, et potentiellement à la lune ou Ener lui-même. Je parle bien ici d'Itetsu, celui qui s'occupe d'Otama, ainsi que du chef des Oniwaban. Celui avec l'énorme tête et les lobes d'oreilles là, comme Ener. Il s'agirait peut-être du père ou d'un ancêtre d'Ener. J'ai bien hâte de voir au chapitre 1005 pour voir ce qui en découle, si Oda ne nous fait pas attendre plus longtemps bien sûr.